Deux chiffres s'entrechoquent au Sahel et le ciel ne se vide pas. Alors que des bases ferment officiellement et que le retrait est proclamé, les survols augmentent et les cartes se couvrent de nouveaux points discrets dessinant une continuité inattendue. Que signifie vraiment ce décalage pour ceux qui vivent sous ces trajectoires et pourquoi Ibrahim Traoré insiste-t-il sur ce langage trompeur au Burkina Faso? Un horizon plus exigeant s'impose, ce récit propose une promesse claire, donner au lecteur les clés pour distinguer un retrait proclamé d'une continuité transformée, sans slogan ni procès d'intention. Le bénéfice est précis, lire les faits plutôt que les annonces en 10 à 12 minutes d'attention soutenue. L'enjeu dépasse la controverse politique immédiate. Il touche à la capacité collective à interpréter des signaux faibles, à relier des indices dispersés et à comprendre comment une architecture de sécurité peut changer de vocabulaire sans modifier ses effets concrets. Deux risques encadrent l'analyse. Le premier consiste à confondre visibilité et absence, en prenant des fermetures symboliques pour des ruptures effectives. Le second serait de céder à une lecture uniquement émotionnelle qui ignorerait les traces matérielles laissées sur les routes, les cartes et les infrastructures. Entre ces écueils, la méthode retenue privilégie des repères observables, des comparaisons mesurées et des témoignages cohérents. Un micro-enjeu apparaît déjà. Lorsque les mots évoluent plus vite que les structures, qui supporte le coût réel de cette translation silencieuse? La mini-révélation tient en une phrase simple: le retrait annoncé n'a pas créé de vide. Il a ouvert une phase de réorganisation perceptible dès 2023, quand des fermetures officielles coïncident avec la montée de survols et la persistance de flux logistiques. Pour comprendre cette mutation, il faut replacer les faits dans leur enchaînement immédiat. Les départs médiatisés ont produit un effet d'écran, donnant l'illusion d'une rupture nette. Dans le même temps, des indices discrets s'additionnent, des infrastructures changent d'appellation, des unités deviennent des conseillers et des trajectoires aériennes se densifient sur des axes précis. Pris isolément, chaque signe paraît secondaire. Ensemble, ils dessinent une continuité fonctionnelle, moins visible mais toujours opérante. Ce glissement du visible vers le discret brouille la lecture pour une partie du public international. Les communiqués parlent de transition stratégique. Le terrain, lui, révèle des pratiques routinières qui se poursuivent. Les frontières ne sont plus marquées par des drapeaux, mais par des couloirs aériens et des hubs logistiques. La présence change de forme, pas nécessairement d'effet. C'est dans ce contexte que les prises de parole d'Ibrahim Traoré prennent une résonance particulière. Lorsqu'il évoque un repositionnement plutôt qu'un départ, il ne formule pas une accusation, mais un constat issu de l'observation des flux, des infrastructures et des dépendances persistantes. Sa lecture s'inscrit dans une mémoire régionale où les mots changent souvent avant les structures et où l'expérience quotidienne sert de baromètre. Le contexte sahélien donne à cette contradiction une portée concrète. Là où la sécurité est invoquée, les habitants observent surtout des effets sur la circulation, les ressources et l'autonomie locale. La question centrale n'est donc pas de savoir qui est parti, mais de comprendre comment une présence peut se transformer sans disparaître. Et pourquoi cette transformation passe d'abord par le langage avant d'être ressentie dans les pratiques. Deux scènes modestes permettent d'incarner cette reconfiguration silencieuse, sans la réduire à une abstraction stratégique. La première se déroule à la périphérie de Ouagadougou. Une mère raconte comment la disparition de son fils, tombé lors d'un affrontement avec des insurgés, a coïncidé avec une intensification de survol, présentée comme stabilisateur. Pour elle, le contraste est immédiat. La protection promise n'a pas empêché la circulation d'armes venues de loin, ni la persistance d'un danger quotidien. Son récit ne cherche pas les faits. Il décrit un décalage vécu entre les mots officiels et leurs conséquences concrètes. La seconde scène vient d'un commerçant du Sud habitué au marché transfrontalier. Il observe que les trajectoires aériennes suivent moins les zones les plus médiatisées que les axes économiques majeurs. À ses yeux, la sécurité n'est pas un concept abstrait. Elle se mesure à la possibilité de traverser une route sans être observée depuis un ciel qui n'appartient pas au pays. Cette perception transforme chaque survol en signal économique,
autant que sécuritaire. Ces regards servent de fil conducteur. Ils montrent comment une reconfiguration technique produit des impacts précoces, diffus, mais cumulatifs. Les habitants ajustent leurs itinéraires, les commerçants modifient leurs horaires, les radios locales commencent à relier des faits auparavant perçus comme isolés. Rien n'est spectaculaire, tout est progressif. Ces effets initiaux n'épuisent pas le phénomène, mais ils en révèlent la nature. La transformation n'annonce pas une rupture brutale, elle installe un nouvel équilibre, ressenti avant d'être théorisé. Et c'est précisément cette avance du vécu sur le discours qui donne à ces scènes leur valeur analytique. L'idée est simple, quand le langage change, le quotidien paie le prix. Tout commence par une image largement diffusée, devenue référence. En 2023, sous un soleil écrasant, les derniers convois quittent officiellement certaines bases du Burkina Faso. Les communiqués évoquent une fin de cycle, les plateaux télévisés parlent de transition assumée, et le récit dominant insiste sur une rupture nette. Pour un public éloigné, la scène semble conclure une séquence. Sur place, l'atmosphère ressemble davantage à un changement de décor qu'à une disparition effective. L'activation suit rapidement, sans fracas. Quelques semaines après ces départs médiatisés, des indices apparaissent en marge des annonces. Des cartes satellites recommencent à afficher des points discrets dans des zones déjà connues pour leur valeur logistique. Des bâtiments sont entretenus à un rythme inhabituel. Des structures déclarées fermées accueillent encore des personnels qualifiés, désormais présentés comme instructeurs ou conseillers. Le vocabulaire évolue, la fonction demeure reconnaissable. Chaque élément, pris isolément, paraît anodin. Leur enchaînement, lui, dessine une continuité. La montée s'opère par addition successive. Aucun déploiement massif, aucun symbole spectaculaire. Des hangars modernisés capables d'accueillir rapidement des appareils. Des pistes aériennes maintenues en état malgré une absence déclarée. Des survols qualifiés de coopératifs dont la fréquence augmente sur des axes précis. La logique change de registre, moins territorial, plus réticulaire. Ce déplacement réduit la visibilité politique tout en conservant la capacité d'action. À mesure que ces signes s'accumulent, la perception locale diverge du discours international. Les habitants observent que les trajectoires aériennes privilégient les routes commerciales plutôt que les zones d'affrontement les plus médiatisées. Les commerçants ajustent leurs itinéraires. Les radios locales relient des faits auparavant perçus comme séparés. La coopération cesse d'être neutre, elle devient directionnelle. Le quotidien s'adapte avant que l'analyse ne se formalise. Le point de bascule survient lorsque ces signaux sont nommés à voix plate. Lorsque Ibrahim Traoré affirme que les puissances ne partent pas mais se repositionnent, ces mots ne déclenchent pas seulement une controverse, ils produisent une reconnaissance. Beaucoup y entendent la formulation claire de ce qu'ils observent sans toujours parvenir à l'articuler. La déclaration agit comme un révélateur plutôt que comme une provocation. Les répliques suivent. Dans les capitales occidentales, la ligne officielle se maintient, il ne s'agit plus d'une présence militaire classique, mais d'un appui régional ajusté. Sur le terrain, les effets continuent de s'additionner. Les infrastructures modernisées pivotent vers le cœur du Sahel. Les survols se densifient, les patrouilles signalées prennent une régularité qui dépasse l'exception. L'écart entre langage et expérience s'élargit, peu à peu un nouvel équilibre s'installe. Il ne repose ni sur des drapeaux, ni sur de grandes bases visibles. Il s'appuie sur des couloirs logistiques, des capacités aériennes prêtes à l'emploi et une administration du discret. Ce modèle, moins coûteux politiquement, est plus difficile à contester car il se présente comme technique plutôt que stratégique. À ce stade, la ligne des événements devient lisible. Activation silencieuse, montée cumulative, réplique durable. Et c'est précisément cette temporalité étirée qui rend le phénomène difficile à saisir pour ceux qui n'en subissent pas les effets quotidiens. Avant 2023, la présence était visible, concentrée et officiellement assumée. Après 2023, elle devient plus diffuse, mais mesurable autrement. Ce basculement du symbolique vers l'opérationnel discret peut être éclairé par 3 repères chiffrés limités, mais révélateurs, qui déplacent le débat de la perception vers l'analyse fondée. Un premier repère se détache. Environ
1700 soldats restent répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon après les annonces de retrait. Ce volume réduit conserve des capacités régionales sans exposition politique directe. Le chiffre n'a rien d'idéologique. Il indique qu'une présence peut diminuer en effectif tout en préservant une faculté d'action par fragmentation géographique et mutualisation logistique. La continuité ne se lie plus dans un point unique, mais dans un arc régional. Un deuxième repère complète le tableau. Après 2023, plusieurs infrastructures aériennes modernisées, notamment à Abidjan, demeurent opérationnelles malgré des fermetures proclamées. Une base entretenue permet une activation rapide sans occupation permanente visible. Ici, le nombre importe moins que l'état des installations. Hangars maintenus, pistes entretenues, connexions logistiques actives, ces éléments forment une promesse d'intervention. Ils traduisent un passage d'une présence territoriale à une présence capacitaire. Enfin, un troisième repère confirme la tendance. À partir de mi-2024, de nouveaux points apparaissent régulièrement sur des cartes satellites régionales, notamment à Parakou, Dakar et Abidjan. Des points dispersés dessinent un réseau périphérique orienté vers le Sahel. Pris isolément, chacun semble secondaire. Mis bout à bout, ils composent un maillage. La logique n'est plus celle d'une base centrale, mais d'un réseau souple, difficile à contester, car présenté comme technique. Ces trois indicateurs ne racontent pas une intention. Ils décrivent une méthode. Ensemble, ils montrent un glissement clair. La visibilité recule, la capacité demeure. Les survols signalés suivent des axes économiques plus que des lignes de front. Les infrastructures rénovées correspondent à des schémas logistiques éprouvés ailleurs. Les effectifs restants sont positionnés pour maintenir une profondeur stratégique sans symbole lourd. Chaque élément peut être relativisé. Leur cohérence, elle, est difficile à ignorer. C'est précisément cette lecture que propose Ibrahim Traoré lorsqu'il parle de repositionnement plutôt que de départ. Son propos ne contredit pas les déclarations officielles. Il les déplace. Il invite à regarder ce qui persiste quand le vocabulaire change. Dans cette perspective, les chiffres ne servent pas à trancher un débat politique, mais à révéler un écart durable entre ce qui est annoncé et ce qui est mesuré. L'intérêt de l'approche quantitative tient aussi à ce qu'elle révèle indirectement. Une présence moins visible réduit la contestation symbolique. Un réseau périphérique complique l'attribution politique. Une administration du discret transforme le contrôle en routine. La capacité d'influence se maintient sans se nommer. Et c'est dans cet espace, entre le compter publiquement et le mesurer sur le terrain, que s'installe la tension actuelle. Ainsi, la question centrale se reformule. Il ne s'agit plus de savoir si une puissance est partie ou restée. Il s'agit de comprendre comment elle est restée autrement. Le passage d'un modèle territorial à un modèle logistique change la nature du contrôle. Il allège les symboles, mais conserve les leviers. Cette distinction, au cœur des analyses d'Ibrahim Traoré, explique pourquoi les chiffres, même peu nombreux, pèsent davantage que les slogans. Deux lectures antagonistes structurent le débat autour de la présence remodelée au Sahel. Et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide avant toute conclusion. La première, défendue par des responsables occidentaux et des analystes sécuritaires, soutient qu'il s'agit d'une adaptation nécessaire. Selon cette thèse, la réduction des effectifs visibles, la fermeture officielle de base et la transformation des unités en dispositifs de coopération traduisent une volonté d'alléger l'empreinte militaire directe. Le recours accru aux conseillers et aux capacités aériennes serait une réponse technique à des menaces diffuses permettant de soutenir des partenaires locaux sans reproduire des schémas d'intervention lourds. Dans ce cadre, la reconfiguration n'est ni dissimulée ni hostile. Elle viserait la stabilité régionale en limitant les coûts politiques et humains. La seconde lecture, portée par de nombreux acteurs locaux, avance une interprétation inverse. Elle considère que le changement de forme constitue un repositionnement stratégique destiné à maintenir une capacité d'influence sans en assumer le poids symbolique. Les arguments s'appuient sur des observations répétées, densification des survols sur des axes économiques, modernisation silencieuse d'infrastructures aériennes, maintien de personnel dans des sites déclarés fermés. Pour ces observateurs, la coopération affichée masque une continuité fonctionnelle. La baisse de visibilité ne signifie pas une baisse d'impact.
elle en modifie les modalités. Pour arbitrer entre ces deux positions, il faut déplacer la focale vers les effets prendre un produit. Les données de terrain indiquent que, quelle que soit l'intention proclamée, les conséquences perçues convergent. Surveillance accrue des flux, dépendance persistante à des capacités extérieures et sentiment d'encerclement progressif. Le vocabulaire peut diverger, mais la géométrie opérationnelle reste lisible dans les pratiques. C'est sur ce point que les analyses d'Ibrahim Traoré gagnent en cohérence. En parlant de repositionnement, il ne nie pas la logique sécuritaire invoquée, il souligne que ces résultats s'alignent davantage avec une continuité de contrôle qu'avec une rupture. Ainsi, le débat n'oppose pas une lecture rationnelle à une lecture émotionnelle. Il oppose deux expériences de la même réalité. L'une se fonde sur des intentions et des cadres institutionnels, l'autre s'appuie sur des usages, des trajectoires et des effets quotidiens. Tant que cet écart persiste, la controverse demeure active, alimentée moins par les discours que par ce qui est observé concrètement. À ce stade, une idée s'impose. Ce n'est plus une présence, c'est une définition. À ce point précis, le récit bascule. Ce qui apparaissait comme une série d'ajustements techniques révèle un déplacement plus profond du terrain même du débat. La question n'est plus seulement militaire ou logistique, elle devient sémantique. Quand un retrait peut signifier un pivot, quand une coopération peut désigner une surveillance, alors le centre de gravité du pouvoir se déplace vers les mots qui organisent la perception autant que l'action. Cette révélation reconfigure la lecture de l'ensemble. Les infrastructures modernisées, les trajectoires aériennes et les réseaux logistiques n'ont pas uniquement une fonction opérationnelle. Ils redéfinissent ce qui est considéré comme normal, acceptable ou invisible. Le contrôle n'a plus besoin d'être proclamé pour être effectif. Il s'exerce à travers des cadres administratifs, des accords techniques et des pratiques routinières qui échappent largement au débat public. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré prend tout son sens analytique. En insistant sur le vocabulaire employé, il déplace l'attention vers un champ rarement contesté, celui de la nomination. Nommer, c'est orienter. Accepter un terme, c'est souvent accepter la structure qu'il recouvre. Refuser un glissement lexical devient alors un acte politique de lucidité, non par provocation, mais par vigilance. À partir de ce milieu de parcours, une chose devient claire. La tension actuelle ne porte pas uniquement sur des bases, des drones ou des effectifs. Elle porte sur la capacité d'un peuple à décrire ce qu'il vit avec ses propres termes. Et cette capacité conditionne toutes les étapes suivantes, des conséquences concrètes au scénario à venir. Les effets du repositionnement discret se déclinent différemment selon les acteurs concernés, mais ils convergent vers une réalité commune. La transformation n'est ni abstraite ni lointaine. Elle s'inscrit dans les pratiques quotidiennes et redessine des équilibres déjà fragiles. Pour les États, la première conséquence touche à la perception de la souveraineté. Lorsque des infrastructures modernisées et des trajectoires aériennes semblent orientées depuis l'extérieur, la capacité décisionnelle apparaît conditionnée. Les gouvernements doivent composer avec un espace sécuritaire partiellement défini ailleurs, ce qui complique la planification autonome et la hiérarchisation des priorités. Dans ce contexte, les alertes formulées par Ibrahim Traoré résonnent comme un rappel méthodique. Une indépendance proclamée reste incomplète si les leviers opérationnels demeurent externes. La souveraineté cesse alors d'être un statut pour devenir un processus constamment négocié. Pour les acteurs économiques, l'impact est immédiat et mesurable. Les commerçants, transporteurs et coopératives observent une surveillance accrue des axes marchands, ce qui modifie les flux et augmente les coûts logistiques. Certains itinéraires sont délaissés, d'autres rallongés, introduisant une incertitude nouvelle dans des chaînes déjà vulnérables. La stabilité promise par le discours sécuritaire se traduit paradoxalement par une moindre prévisibilité économique. Les décisions se prennent à court terme au détriment de l'investissement et de la projection. Du côté des citoyens, les conséquences se vivent dans une accumulation de signaux faibles. Un drone aperçu, une route contournée,
une base rebaptisée deviennent des rappels permanents d'une présence diffuse. Cette normalisation de la surveillance nourrit une méfiance croissante envers les termes de coopération et de partenariat, désormais perçus comme ambigus. Le sentiment dominant n'est pas la peur immédiate, mais une vigilance contrainte, intégrée au quotidien. La sécurité n'est plus ressentie comme une protection, mais comme un cadre imposé. À l'échelle régionale, enfin, le repositionnement modifie la géométrie géopolitique. L'alignement de points logistiques entre plusieurs capitales dessine un arc stratégique tourné vers le cœur du Sahel. Vu depuis Ouagadougou, cet ensemble ressemble moins à une aide ponctuelle qu'à une structure durable. Les partenaires internationaux parlent d'adaptation. Les observateurs sahéliens y voient une continuité sous un autre nom, souvent souligné par Ibrahim Traoré, lorsqu'il distingue présence visible et présence effective. Ces 4 niveaux montrent une même dynamique. Les conséquences ne sont pas uniformes, mais elles s'additionnent. Elles produisent un environnement où chaque acteur ajuste ses comportements, souvent sans coordination, face à une architecture qui, elle, reste cohérente. C'est dans cette asymétrie que s'installe la tension la plus durable, celle qui façonne déjà les décisions politiques, économiques et sociales à venir. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution peut être lue à travers 3 scénarios distincts. Il ne s'agit pas de prédire, mais de clarifier des trajectoires plausibles à partir de dynamiques déjà observables, et d'indiquer ce qui ferait basculer l'une vers l'autre. D'abord, une trajectoire plausible ressemble à une stabilisation sous tension. La reconfiguration actuelle se poursuit sans rupture majeure. Les réseaux logistiques discrets restent en place, les survols se maintiennent à un niveau régulier, et les infrastructures modernisées fonctionnent comme des points d'appui latents. Les États sahéliens renforcent certains outils institutionnels, mais sans réduire sensiblement leur dépendance opérationnelle. Les discours officiels demeurent mesurés, évitant l'escalade. Ce scénario produit un équilibre fragile. Ni apaisement réel, ni crise ouverte. La tension devient structurelle, intégrée aux routines politiques et économiques. Ensuite, une trajectoire plus favorable pourrait mener à une autonomie opérationnelle accrue. Ici, les États parviennent à diversifier leurs partenariats et à investir dans des capacités propres, notamment logistiques et informationnelles. Les infrastructures nationales absorbent une part croissante des flux, réduisant la centralité des réseaux extérieurs. Les routes commerciales gagnent en prévisibilité et la perception de la souveraineté s'améliore. La coopération internationale se poursuit, mais sous des cadres plus transparents et mieux négociés. Ce scénario suppose une coordination régionale renforcée et une montée en compétences rapide. Il est exigeant, mais cohérent avec certaines initiatives déjà esquissées. A l'inverse, une trajectoire défavorable peut se traduire par un brouillage stratégique et une pression économique. Dans l'hypothèse la plus sombre, des contraintes économiques accrues fragilisent les équilibres internes. Des ajustements financiers, des restrictions commerciales ou des pressions indirectes accentuent la vulnérabilité des économies locales. La surveillance se densifie, alimentant un sentiment de contrôle élargi. L'écart entre discours et réalité s'accentue, et l'espace politique interne se tend. La puissance s'exerce moins par la présence militaire que par des leviers économiques et narratifs, rendant la contestation plus complexe. Un point commun traverse ces 3 scénarios. Les mots évolueront probablement plus vite que les structures. La clé analytique consiste donc à observer les actions plutôt que les déclarations et à lire les continuités derrière les ajustements apparents. S'il fallait formuler une recommandation de méthode, elle serait simple. Ne pas confondre changement de forme et changement de fond et rester attentif au rythme réel des transformations. À ce stade, les transformations décrites cessent d'être abstraites et touchent directement ceux qui vivent, travaillent et se projettent dans la région. 3 groupes en particulier ressentent ces effets de manière immédiate, chacun avec des marges d'action spécifiques, souvent limitées mais réelles. Pour les citoyens ordinaires, la principale conséquence est une redéfinition silencieuse du quotidien. Chaque survol aperçu, chaque itinéraire modifié rappelle que la sécurité n'est pas seulement une promesse institutionnelle, mais une expérience vécue. Le risque n'est pas la peur brutale, mais l'usure progressive.
l'habituation à une surveillance diffuse qui finit par paraître normale. Un premier levier consiste à renforcer les circuits d'information locaux, radios communautaires et réseaux civiques capables de contextualiser les événements et de réduire l'écart entre rumeurs et faits observables. Pour les jeunes générations, étudiants, apprentis et jeunes travailleurs, la situation agit comme un révélateur ambivalent. L'incertitude prolongée complique les choix d'avenir et nourrit un sentiment de blocage. Dans le même temps, elle stimule un débat plus exigeant sur la souveraineté, la technologie et la responsabilité politique. Favoriser des espaces de discussion structurés, éducatifs ou numériques, où ces enjeux peuvent être analysés avec méthode, constitue un investissement durable dans la capacité critique collective. Pour les acteurs économiques locaux, enfin, l'impact est avant tout logistique. Commerçants, transporteurs et coopératives ajustent leurs pratiques face à des routes redessinées et à une surveillance accrue. Des réponses pragmatiques existent. Mutualisation d'itinéraires alternatifs, partage d'informations entre opérateurs et renforcement des réseaux régionaux pour limiter la dépendance à des axes uniques. Pris isolément, ces leviers paraissent modestes. Ensemble, ils contribuent à transformer une vigilance contrainte en attention organisée. Et c'est souvent dans ces ajustements discrets que se joue la capacité d'une société à reprendre prise sur son propre rythme. Transformer la compréhension actuelle en capacité d'action suppose une démarche structurée, progressive et mesurable. Sans promettre de solution immédiate, une feuille de route en 4 étapes permet de passer du constat à la mise en œuvre, en associant acteurs publics, économiques et civils. Tout d'abord, une première étape se dessine, autour de à court terme, la maîtrise informationnelle. Créer des cellules indépendantes de suivi et de cartographie pour analyser survol, infrastructures et flux transfrontaliers. L'objectif n'est pas la confrontation, mais la transparence. Des rapports périodiques, accessibles aux institutions et aux médias locaux, réduisent l'écart entre perception et réalité. Cette exigence rejoint l'insistance d'Ibrahim Traoré sur la nécessité de nommer précisément ce qui est observé. Ensuite, une deuxième étape s'impose, autour de à horizon de 6 à 12 mois. La résilience économique. Identifier et renforcer des itinéraires alternatifs pour les marchés sensibles. En diversifiant les routes et en soutenant des hubs logistiques nationaux, les autorités limitent l'impact des reroutages imposés. Les indicateurs sont concrets. Stabilité des volumes échangés, réduction des interruptions non planifiées, baisse des coûts liés à l'incertitude. Puis, une troisième étape devient nécessaire, autour de sur le moyen terme, l'autonomie technologique ciblée. Universités techniques et centres de formation peuvent coopérer pour former des analystes locaux capables de traiter des données aériennes et satellitaires. Le succès se mesure par le nombre de techniciens certifiés et par la production d'analyses nationales sans dépendance systématique à des sources externes. Enfin, une quatrième étape complète l'ensemble. Le dialogue régional structuré, mettre en place un cadre régulier réunissant experts, diplomates et représentants civils afin de comparer les signaux faibles et d'anticiper les pressions. Des décisions concertées renforcent la cohérence collective. Cette feuille de route ne vise pas l'affrontement. Elle cherche à rééquilibrer la capacité de lecture et d'action. C'est dans cette progression mesurée, souvent défendue par Ibrahim Traoré, que la souveraineté cesse d'être déclarative pour devenir opérante. Le récit revient à ses points d'ancrage les plus simples, là où l'analyse rejoint l'expérience humaine. La mère rencontrée à la périphérie de Ouagadougou n'évoquait ni doctrine ni alliance. Elle parlait d'un quotidien brisé par des décisions prises loin de chez elle et d'un ciel devenu familier sans jamais devenir rassurant. Le commerçant du Sud, attentif aux trajectoires aériennes, ne contestait pas une coopération en principe. Il décrivait une gêne persistante, celle de routes rendues imprévisibles, de marchés fragilisés par une surveillance diffuse. Ces voix modestes donnent un visage à ce qui pourrait rester abstrait. Elles rappellent que les transformations décrites ne se mesurent pas seulement en capacité ou en réseau, mais en habitudes bouleversées, en choix contraints, en fatigue accumulée. C'est à ce niveau que le motif central se resserre, la distance entre les mots et les effets.
Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un héros, ni comme un provocateur. Il se tient comme un lecteur attentif de ces signaux faibles, capable de relier infrastructure, dépendance et vécu quotidien. Sa parole agit moins comme une rupture que comme un miroir, renvoyant aux populations ce qu'elles observent déjà. Une idée traverse alors l'ensemble, simple et persistante. La souveraineté commence là où le langage cesse de masquer le réel. À l'issue de ce parcours, une dynamique apparaît avec netteté, celle d'un public qui cherche moins des certitudes que des clés de lecture. Dans les villages, les marchés et les espaces de débat, les récits circulent, se confrontent et s'affinent. Cette attention partagée constitue déjà une réponse à l'invisibilité, car elle empêche les transformations silencieuses de s'installer sans être nommées. Participer à cet effort ne suppose ni expertise technique, ni posture militante. Il s'agit d'écouter, de comparer des sources, de relier des faits apparemment isolés. Questionner un terme trop vite accepté, demander ce que recouvre une annonce officielle, distinguer l'effet réel de l'effet d'annonce sont des gestes simples, mais cumulativement puissants. Ils élargissent l'espace du débat sans l'enfermer dans l'affrontement. Dans un contexte où les mots évoluent plus vite que les structures, maintenir cette exigence de précision devient un enjeu civique. Les sociétés qui conservent leur capacité à nommer ce qu'elles vivent préservent aussi une marge de choix pour l'avenir. Commençons par un repère. La question reste donc volontairement ouverte, sans réponse imposée. Comment souhaitez-vous, à votre échelle, contribuer à cette clarté collective ?